Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que la pièce de Musset On ne badine pas avec l'amour présente la vie humaine comme une véritable tragédie. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. Ce que je voudrais essayer de montrer dans cet épisode, c'est que derrière ce jeu, derrière la pièce apparemment comique et sympathique qu'est ce proverbe On ne badine pas avec l'amour, il y a un discours sur la vie réelle, la vie des hommes, qui est tragique. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la tragédie de la vie humaine, si on veut prendre des grands mots. C'est-à-dire que Musset, à travers cette histoire-là, nous dit que, selon lui, la vie humaine est une tragédie. C'est-à-dire que vivre, être un être humain, être un homme, être une femme, c'est vivre une tragédie, c'est-à-dire ne pas pouvoir être heureux, être forcément malheureux et vivre forcément l'échec. Et donc, c'est une vision qui est assez noire, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, de la vie réelle. En tout cas, c'est bien quelque chose qui nous parle de la réalité et d'une manière qui est très obscure, qui est très tragique, on peut le dire comme ça. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi on peut penser que c'est la juste interprétation de cette pièce. Alors, d'abord, on pourrait revenir à l'idée de la nature et au cadre bucolique de cette pièce. Parce que, finalement, le cadre bucolique que les personnages, Perdiccand en particulier, a le rêve de retrouver quand il rentre chez lui après ses années d'études, se révèle être un leurre, être un échec, quelque chose d'impossible, un retour à la nature, un retour au temps béni des débuts qui n'est pas possible. Et on peut évoquer pour ça la désillusion de Perdiccand face au lieu de son enfance. Puisque dès la scène 4 de l'acte 1, il s'exclame « Comme le lavoir est petit. Autrefois, il me paraissait immense. J'avais emporté dans ma tête un océan et des forêts, et je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe. » Vous voyez, c'est décevant de retrouver le cadre de son enfance qu'on avait en réalité idéalisé, qu'on avait vu beaucoup plus beau qu'il n'est. Et puis, bien sûr, il y a l'échec du projet pastoral, en quelque sorte, qui est celui de l'amour avec Rosette. Puisque Perdiccand lui dit « Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies. Lève-toi, tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. » Et ce projet, donc, il est présenté de cette façon-là par Perdiccand dans la scène 3 de l'acte 3. Il est lié à un retour à la nature. Ce projet d'un amour possible avec Rosette, consiste bien à prendre racine dans la sève du monde tout-puissant. C'est-à-dire quelque chose qui est un retour à la nature. Et ce retour à la nature, on le sait bien, il ne va pas fonctionner, c'est le moins qu'on puisse dire. Rosette va mourir et tout ça ne va pas marcher du tout. En fait, ce paradis naturel, ce paradis des débuts de la vie, donc qui est bien quelque chose qui appartient au motif bucolique, au motif pastoral de l'idylle tel qu'il existe depuis bien longtemps dans la culture grecque, romaine et dans bien des cultures ensuite modernes, ce paradis se révèle en fait corrompu, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout aussi beau qu'il paraissait ou que les héros le croyaient. Le vert sentier de l'innocence, il n'est pas praticable. Il était entouré de buissons si fleuris, il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste. C'est une réplique de la scène 8 de l'acte 3 qui dit bien que cet endroit idéal, naturel, en réalité, la vanité, le bavardage, la colère, l'ont détruit. Et la fontaine elle-même, la fontaine qui est symbole de pureté, puisque c'est là où on va boire l'eau pure, cette fontaine, elle devient le lieu des manipulations. Et la nature, d'une certaine manière, se fait complice de ce que devient le drame, c'est-à-dire des jeux, mais des jeux de manipulation, des jeux qui vont créer la catastrophe finale. Et cette dénaturation de chacun, en fait, elle est inévitable. C'est-à-dire que chaque être humain qui est à un certain moment, au tout début, dans un état pur, innocent, un état naturel, va se dénaturer d'une manière inexorable. Et si on regarde un petit peu la galerie des personnages qu'on trouve dans la pièce,
on a là une espèce de tableau de ce de ce que peuvent être les différentes formes de la dénaturation. Rosette, elle représente, elle, pour le coup, l'être de nature, celle qui comprend instinctivement ce que disent les bois et les prairies, comme je disais avant dans une citation. Mais les personnages fantoches, par exemple, le baron, Blasius, Dame Pluche, eh bien, eux, ils sont totalement artificiels. Ils sont réduits à des mécanismes sociaux. Ils sont des types. En fait, ils ne sont pas du tout naturels. Ils n'ont même plus aucun rapport avec la nature, avec la vérité, l'authenticité des émotions ou des sentiments. Et puis, il y a Camille et Perdiccand, qui sont les êtres déchirés entre nature et culture, entre cœur et esprit, entre la pureté et ce qui a été corrompu par l'éducation. Et eux, ils hésitent. Ils sont un peu dans l'un, un peu dans l'autre, et ils ne savent pas bien vers quoi aller, et ils représentent finalement la tragédie de ce qu'est n'importe quel être humain. Et l'éducation, là-dedans, on en a déjà parlé dans un autre épisode, eh bien, elle agit comme force dénaturante, puisque le couvent a transformé Camille en une pâle statue, comme Perdiccand le déplore, alors que lui-même a été transformé en un livre d'or par l'université. Et donc, la symétrie de leur dénaturation apparaît évidente, notamment avec l'expression que je vous citais aussi dans l'épisode précédent, « Ô Sainte Église catholique, ô Sainte Université de Paris », à quelques scènes d'intervalle. En tout cas, de retour à la nature, il n'y en a pas de possible. Et les tentatives de Perdiccand de retrouver l'enfance sont vouées à l'échec. Camille, elle, rejette elle-même ses souvenirs d'enfance, et la mort de Rosette, l'innocente, eh bien, apparaît comme le symbole d'un retour à une impossible pureté. D'ailleurs, les personnages en ont conscience. Ils découvrent les effets du temps qui passe. Quand Perdiccand s'adresse aux paysans, il leur dit « Je me suis élevé de quelques pieds vers le ciel, et vous vous êtes courbés de quelques pouces vers le tombeau. » La conscience du temps qui passe et qui nous emmène tous vers la mort, eh bien, elle est bien présente. La conscience de la perte du temps. Vos têtes ont blanchi, vos pas sont devenus plus lents, dit encore Perdiccand aux paysans. C'est dans la scène 4 de l'acte 1. Le temps, il est irréversible. C'est Camille qui dit « Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. » On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas rester plus longtemps. On est obligé de regarder vers l'avant. Et cette lucidité sur la condition humaine, finalement, sur le constat du temps qui passe, le constat aussi de l'imperfection universelle. Tous les hommes sont des menteurs, sont inconstants, faux, bavards, hypocrites. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses. Tout ça, c'est évidemment de la célèbre tirade de la scène 5 de l'acte 2, montre cette conscience, que cette conscience, en tout cas, de la faiblesse de la condition humaine, n'empêche pas cette condition humaine d'être là. Et on peut voir que le temps passe, on peut voir qu'on est tous imparfaits, qu'on est mauvais, qu'on est plein de défauts, que le mensonge est nécessaire aussi. Il faut souvent jouer un rôle, souvent mentir, dit Camille dans la scène 6 de l'acte 3. Mais tout ça, ça n'empêche pas la condition humaine. Ça n'empêche pas que le bonheur est impossible que de savoir que ce bonheur est impossible. Cette vie est elle-même un si pénible rêve. C'est une citation extraite de la dernière scène. Et le bonheur, donc, il est impossible. Chacun le sait. Et on le vit de manière tragique, puisqu'on vit dans un monde qui est terrifiant, qui est horrible, qui est d'ailleurs décrit de cette façon-là. Dans la scène 5 de l'acte 2, le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Donc, une présentation, vous voyez, du monde dans lequel les hommes, les femmes, les êtres humains, en somme, vivent, qui n'est évidemment pas flatteuse. Tout ça, c'est ce qui fait de cette pièce une pièce qui n'est pas seulement un jeu, mais si c'est un proverbe qui donne une leçon, eh bien, c'est un proverbe qui donne une leçon qui est très sombre, qui est très obscure et qui présente la vie humaine comme une tragédie absolue. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette manière de lire la pièce comme une tragédie de la vie humaine. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on
kitchen floor. It seems like you